Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot, Desroland et Jean-Paul Chagnolot. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Jean-Pierre Boisard, Travail on t'aime trop 2014. Roger Baillet, De Gaulle et Machiavel, 2014. Alain Génie et Hervé Mauroy, Dire, Évolution et Histoire. Les modèles du devenir, 2014. Gilbert Andrieux, Être, paraître, disparaître, 2014. Gilbert Andrieux, À la rencontre de Dionysos, 2014. Angela Bargenda, La communication visuelle dans le secteur bancaire européen. L'esthétique de la finance, 2014. Luong Kanyem, Le réfugié climatique. Un défi politique et sanitaire, 2014. Gilbert Clavel, La gouvernance de l'insécurité, 2014. Gilali Benamrane, L'ONU, Source ou frein au droit public international, 2014. Mario Zunino, Quand le JT de TF1 fait son cinéma, 2013. Delphine Delager ASPERA, L'économie moderne au risque de la psychanalyse pour un développement plus sain, 2013. Jean-Christophe Torres, Quelle autonomie pour les établissements scolaires, Réflexion sur la liberté pédagogique dans les collèges et les lycées, 2013. Frédéric Genet, officier, Oser la diversité. Pour une recomposition sociale des armées françaises, 2013. Stéphane Chevrier, Gérard Darris, Les résidents secondaires à l'âge de la retraite, 2013. Du même auteur. La République ? Mon Dieu, quelle pagaille. Ed. Baudelaire, Paris, 2011. Citation. L'homme s'est baptisé Homo sapiens. C'est-à-dire sachant, connaissant la vérité. Un des problèmes de notre temps est qu'en fait l'homme, moderne comme ses ancêtres, ne se connaît pas. Il a même perdu confiance en ses propres capacités innées. Il se restreint volontairement. Et pleure ensuite sa liberté perdue. Gary Davis, Le monde est mon pays. Préface. Nos sociétés, dominées par la pensée unique, ont perdu la capacité de réfléchir en se libérant du moule des idées préconçues. On n'ose pas remettre en cause les affirmations péremptoires de gourous autoproclamés. Le roman, générateur de rêves et d'évasion, n'est généralement plus qu'un reportage romancé ou une introspection médiatisée. L'analyse technique devient le parangon des études en profondeur pour masquer l'indigence des bases de réflexion. Loin de penser l'avenir, les nouveaux philosophes se sont transformés en commentateurs instantanés de l'actualité. L'homme moderne se complaît dans la caverne de Platon, qui lui rappelle la sécurité du ventre maternel. Refusant d'affronter le monde réel, il ne sort pas de son antre et participe à la construction d'un monde virtuel dans lequel la guerre fait 0 mort et les cataclysmes naturels ou provoqués n'arrivent qu'aux autres. Convaincu que le progrès scientifique lui apportera sans effort particulier la solution qu'il est en droit d'attendre, le citoyen moderne abdique sa liberté pour minimiser les risques en implantant des systèmes sécuritaires qui l'entraînent loin des rives de la démocratie. Dans ce monde voulu sans aspérité, où tout contribue à nous éviter de regarder en face la froide réalité, il est heureux qu'un chercheur comme Hervé Pierre veuille sortir du carcan dans lequel notre aveuglement collectif nous cantonne pour affronter ce qui dérange et ce que l'on cache. La liberté, les risques et les sécurités qui leur sont rattachés sont au cœur de la période actuelle, qualifiée ici de postmodernité. Pour rendre compte du phénomène et comprendre sa dynamique, Hervé Pierre nous invite à relire l'histoire sous l'angle spécifique de la modernité qui l'a précédée. Liberté et sécurité sont 2 concepts antinomiques, puisque le développement de l'un suppose la réduction de l'autre. Pourtant on retrouve cette double exigence dans tous les États modernes, sans pour autant qu'ils soient prêts à en affronter les conséquences. Loin de rechercher, comme dans la Grèce antique, l'équilibre nécessaire entre ces 2 antagonismes,
On privilégie la sécurité à travers des lois dont il faut constater qu'elles perdent chaque jour leur caractère universel pour devenir de plus en plus particulières. Elles enferment les citoyens dans un univers considérablement rétréci par les normes et autres règles, censées conduire à une absence totale de risque. Dans ce domaine, la France s'est particulièrement distinguée avec le principe de précaution, dont le caractère liberticide est évident. Il refuse la capacité d'innovation, l'esprit entrepreneurial ou le goût de l'aventure pour éliminer le risque sous-jacent dans sa réalité et ses conséquences financières ou humaines. Il pénalise celui qui ose et paralyse celui qui est prêt à le faire, tel le chirurgien qui n'opère pas car aucune assurance ne veut en assumer le risque. Cet avatar issu de notre négation du monde réel est heureusement récent, car que serait devenue l'humanité si cet étrange principe avait émergé il y a 2000 ans ? Il s'y ajoute dans les pays latins, et plus particulièrement chez nous, le développement d'un hyper-individualisme refusant toute contrainte au nom du respect de ses droits. Il amène le politique à voter des lois catégorielles, répondant aux intérêts ou aux pressions de quelques-uns. La conséquence directe en est une perte de l'intérêt général allant jusqu'à l'oubli de l'exigence d'universalité, qui devrait en être le socle puisque c'est elle qui nous garantit la liberté. Ainsi le monde moderne nous éloigne chaque jour un peu plus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pour analyser notre situation, Hervé Pierre, à travers un survol historique inédit, identifie 4 concepts de sécurité qu'il classe en 2 familles qui en contiennent les éléments constitutifs. Orientée vers l'extérieur, la sécurité contre les ennemis et la sécurité ontologique contre les angoisses individuelles existent depuis les origines et ont accompagné l'homme dans sa vie en groupe social. Par contre, la sécurité contre la tyrannie et la sécurité juridique contre les risques sont issues des idées philosophiques du siècle des Lumières. Elles relèvent de l'interne et prennent une importance croissante. Parallèlement à la gestion de l'économie, l'État a toujours assuré la sécurité d'ordre externe. L'évolution du monde et l'entrée dans cette postmodernité, que l'auteur date de 1989, avec la chute du mur de Berlin, l'a amené à intégrer dans son champ la sécurité interne pour assurer ce qu'on attendait de lui mais aussi étendre son pouvoir. Sous la pression de l'hyper-individualisme de nos concitoyens et de leur attirance sans limite pour la sécurité sous toutes ses formes, on entre dans le cycle infernal du paradoxe de Tocqueville. Plus les risques sont garantis, grâce principalement à l'action des gouvernements, moins on en accepte de nouveaux alors que la gestion sécuritaire des premiers en fait émerger d'autres. Sorte de cancer sécuritaire. Comme le rappelle Hervé Pierre, il ne faut donc pas s'étonner que les libertés disparaissent un peu plus chaque jour. Avec raison, il met en exergue 4 conséquences essentielles de cette funeste marche en avant vers un totalitarisme légal. Le fossé grandissant entre les constitutions politiques et le mode de gestion des États. La montée de la violence consécutive à l'oubli des devoirs et la disparition de la contrainte, la marginalisation du fait religieux sous la pression d'une laïcité mal comprise, l'aspect systémique de la gestion des risques. Le mélange des 4 formes de sécurité et la confusion qui en résulte provoque par capillarité une pénétration de l'ensemble de notre société. L'État-providence et protecteur est tiraillé entre les exigences des citoyens et l'impopularité des mesures sécuritaires à mettre en place dans la mesure où elles impliquent une contrainte humaine insupportable pour les prosélytes du tout pour soi. Liberté et sécurité ne s'équilibrent plus, elles s'additionnent, se superposent dans un paradoxe au cœur de la postmodernité. Face à cette contradiction interne, on assiste à l'arrivée massive de machines électroniques anonymes de plus en plus redoutables. Elles remplacent peu à peu les policiers qui se militarisent ou les militaires qui se polissent, et sont chargés de missions de sécurité de plus en plus complexes et de plus en plus préventives. En déléguant à des drones, automates et autres outils du cyberespace le rôle des moyens institutionnels traditionnels, on évite toute confrontation humaine entre l'État et ses citoyens, en dépit d'une surveillance globalisée de chacun de nous. On résout ainsi le paradoxe. Pour faire oublier l'illégalité éthique de cette pratique dans laquelle, selon Snowden, la NSA fait la course en tête, on aseptise la relation sociale jusqu'à la transparence absolue. On permet ainsi à des personnes ou des groupes à la clarté très relative, comme Assange ou les Anonymous,
de devenir des références pour une part non négligeable de la population. Face à la déshumanisation des procédures, des outils et des prescripteurs dans une socialisation sécuritaire paraissant sans limite, l'auteur s'interroge sur les moyens d'échapper à cet environnement liberticide. En cherchant les dernières résistances au collectivisme, il découvre que la religion et la spiritualité pourraient bien être les recours possibles. L'une comme l'autre sont porteuses d'un renouveau des vraies valeurs au nom de la liberté, qui ouvre sur l'acceptation du risque et le refus de la sécurité à tout prix. Va-t-on voir leur retour dans une sphère politique désemparée par la perte de ses repères ? Vont-elles permettre de donner un coup d'arrêt à la dégradation ambiante ? Le citoyen écrasé par les contraintes de tout ordre, conscient qu'il est totalement environné par la machine sécuritaire, cherche des espaces de liberté que la vie sociétale moderne ne peut lui apporter. L'attrait croissant de nos jeunes concitoyens pour les associations philosophiques et les religions donnant toute sa place à l'individu, sont le témoignage que l'on est sans doute à l'aube d'un changement profond. Dans ce cadre, l'hypothèse d'un retour de l'exigence de spiritualité dans la sphère politique pour répondre aux besoins émergents de liberté ne doit pas être écartée car elle est porteuse d'espérance et d'avenir. Cela risque de ne pas se faire sans choc. Alain Juillet, président de l'Académie de l'intelligence économique. Président du Club des directeurs de sécurité d'entreprise. Première partie. L'invention de la liberté et de la sécurité classique. La modernité, des origines à 1989, la recherche d'un équilibre. L'histoire de la sécurité plonge dans la nuit des temps. Au-delà même de l'humain. Si on admet le principe de base de l'évolutionnisme, nous pourrions même dire que les espèces qui survivent sont celles qui développent la meilleure forme de sécurité adaptée à leur environnement. Dans les sociétés humaines, le problème devient très complexe à cause des facultés réflexives du cerveau, à l'origine de la conscience, du langage et de la mémoire collective. Depuis les Néandertaliens qui s'abritaient dans des grottes pour garantir le risque d'être attaqués par des ours, jusqu'aux pare-feux informatiques qui défendent d'un risque virtuel, on mesure le chemin. Bizarrement, cette histoire de la sécurité n'est pas souvent relatée de façon analytique, ou indirectement seulement. Les historiens aiment à parler chronologie. Les sociologues relations entre individus et classes sociales. Les économistes évolution vers le capitalisme. Les philosophes démocratie et progrès. Les politiques la considèrent comme un outil de pouvoir. Peu en connaissent l'architecture, ses éléments constitutifs et les conditions de son exercice. Notre choix, dans cette première partie, sera d'étudier la sécurité en tant que phénomène en soi, sans chercher à se poser des questions annexes sur son utilisation politique. Les critères que nous utiliserons seront empruntés à la sociologie, de même que les notions d'entraide et de contrainte. Nous les conjuguerons au fil du temps et de l'histoire pour montrer que l'homme a développé dans son évolution deux notions de base. L'ordre externe pour garantir son territoire, l'ordre interne pour se développer. Pendant très longtemps, l'ordre externe, à base de violence militaire, a aussi géré les tensions internes. Les royaumes et empires ont largement fait appel à cette technique pour dominer et soumettre des populations toujours plus étendues. L'ordre interne proprement dit, c'est-à-dire un ordre disposant de techniques de sécurité beaucoup moins violentes et respectueuses des individus, avec un État obligé de respecter les droits, est né très tard au XVIIIe siècle avec les philosophes. L'outil majeur de ce renversement a été la création de constitutions politiques imposant la séparation des pouvoirs, créant ainsi un espace de liberté où l'individu a pu prendre toute sa place. Copyright, RMN Grand Palais Musée du Louvre, Franck Rivot. Le scribe est une première forme de sécurité. Il recense la richesse, l'enregistre et permet un contrôle ultérieur. Il garantit ainsi une procédure sociale. Son statut de fonctionnaire dit aussi que la sécurité, même à un stade élémentaire, exige une forme de richesse, faite de prélèvements et de redistribution. 1. Naissance des ordres externes et internes, les racines de la sécurité. Si postmodernité il y a, nul doute qu'il n'y ait aussi une archéologie du contrôle et de la sécurité. Elle est même essentielle pour appréhender les phénomènes en cours aujourd'hui. Mais avant de s'y engager,
disons d'abord que la rapidité indispensable avec laquelle nous allons survoler le passé de la sécurité présente deux dangers dont le lecteur doit être averti. Le premier est de provoquer une confusion entre logique et chronologie. Ce n'est pas parce qu'un phénomène dérive d'un autre que les deux se suivent exactement dans le temps. Beaucoup de notions décrites ci-dessous sont concomitantes, voisines ou décalées. Tout dépend de circonstances particulières. Le deuxième danger serait de croire que l'analyse de modèles types signifie que ceux-ci ont existé ou existent de façon pure dans la réalité. Ce n'est pas forcément le cas. Ils peuvent très bien être présents ici à un moment pour telle et telle raison, et absents là pour apparaître plus tard. Nous ne chercherons pas à expliquer ces variations. Notre étude restera générale, et les situations particulières ne seront pas évoquées pour alléger le propos. Ceci précisé, remontons maintenant dans le temps à la naissance de la notion de sécurité. L'ordre. Au sens de classement et de différenciation, l'ordre est la première des garanties sociales sécurité contre le risque de violence. Sans ordre, on verse dans l'indifférenciation, créatrice de conflits et de rivalités, ce qui aboutit à une plus grande violence encore, la recherche d'un bouc émissaire. L'absence d'ordre est la première insécurité sociale de l'humanité. Un fait est trop méconnu. La sécurité individuelle, telle que nous la concevons aujourd'hui, est une création très récente dans l'histoire de l'humanité. 300 ans ou plus. Au stade précédent, il y avait tout simplement un ordre ou plutôt deux, au mieux un embryon de sécurité collective imposé par la force des souverains, non une sécurité au sens moderne. On confond fréquemment ordre et sécurité. Précisons tout de suite ce premier point. Vous pouvez très bien établir un classement, ordre des individus, des animaux ou des choses, mais ne pas avoir les moyens, sécurité, de le faire respecter. Le cas de figure où un ordre théorique existe, mais pas la sécurité pour le garantir, se rencontre d'ailleurs encore souvent dans le monde actuel. La sécurité se définit ainsi à son niveau social le plus élémentaire, même si cela changera plus tard, comme l'ensemble des moyens institutionnels mis en œuvre pour contrôler votre place dans un classement ou un ordre sous-jacent. Au niveau personnel, la sécurité de base étant de se tenir éloigné de tous les dangers physiques. La sécurité est donc avant tout un produit social, élaboré sur un ordre préétabli. Assurer la sécurité exigera au fil du temps de plus en plus d'institutions et de personnel pour faire respecter l'ordre, somme des places affectées à chacun. Il faut savoir écrire, compter, recenser hommes, bêtes et choses. D'où le lien étroit entre sécurité et économie, prélèvement et création de richesses à redistribuer pour payer des fonctionnaires, que souligne à juste titre la sociologie anglo-saxonne. Sans scribe, pas de sécurité. Pour saisir d'où pourra surgir alors la sécurité individuelle et sociale de l'humanité, distinguons dès à présent deux ordres types, primitifs qui correspondent à deux logiques, deux temps et deux besoins différents des groupes sociaux. Nous allons les étudier en détail car ils déterminent encore en grande partie notre mode d'organisation sociale. Nous proposons en conséquence au lecteur de bien vouloir accepter cette définition. Le temps de la mise à l'abri du groupe de ses ennemis correspond à un ordre élémentaire que nous appellerons externe. Il répond au besoin de poser des frontières et de se protéger de l'extérieur qui peut venir vous agresser. Ennemis, voisins organisés en groupes prédateurs. Le second ordre, adapté au développement spécifique du groupe une fois protégé de l'externe, libéré de ce souci par des soldats. La première des libertés est bien là en effet, ne plus craindre pour sa vie, obéira alors à une logique interne qui s'enrichira de multiples apports à travers les âges et connaîtra son apogée dans la modernité classique. L'ordre externe est bien évidemment fondamental dans la mesure où il garantit la survie d'un organisme, cellule, tribu, pays, nation, quel qu'il soit. D'où son omniprésence sous de multiples formes dans le règne du vivant. Cette protection se fait à la frontière, plus ou moins fixe, en vérifiant les entrées et sorties, en y massant aussi des troupes pour parer aux invasions et la meilleure des défenses étant l'attaque, en agressant préventivement l'extérieur pour accroître le territoire au lieu de simplement le défendre. Cette logique est visible tout au long de la chaîne du biologique. Elle est particulièrement présente chez les mammifères, grâce à leur sens de l'organisation sociale. Des études scientifiques ont montré comment les primates s'organisaient pour patrouiller à la limite de leur territoire,
voire parfois en sortaient pour aller tuer les tribus voisines et agrandir ainsi le leur, en profitant souvent au passage pour ramener des femelles. Les humains ont hérité de ces spécificités. Ils ont la violence dans leur gène et toute leur histoire est en partie l'histoire de la maîtrise de celle-ci par des sécurités de plus en plus élaborées, de moins en moins violentes. Pour obtenir la plus grande efficacité possible dans sa défense du territoire collectif, l'ordre externe se trouve confronté à un double défi. Il doit créer la plus grande violence possible afin de renforcer son efficacité contre l'autre, et en même temps la contrôler rigoureusement pour qu'elle ne soit pas autodestructrice. Obtenir la plus grande violence ne pose guère problème. Elle est acquise par l'effet de masse ajouté à la qualité de l'engagement des acteurs. Plus on a des soldats motivés, plus on est fort. Dans le règne animal, les choses sont simples. Les individus, non pourvus de conscience réflexive, ne se posent pas de questions sur leur rôle personnel. Ils participent à une charge instinctive ou encore accomplissent une tâche individuelle selon leur prédétermination, comme chez les fourmis ou les abeilles. Ordre externe et pouvoir. La protection contre le risque externe, les ennemis étrangers, le plus redoutable de tous, procure à ceux qui le garantissent le droit interne de diriger les autres. Ils en tirent directement un pouvoir de contrainte sur leurs concitoyens. L'exécutif des gouvernements en est traditionnellement investi depuis. Les formes atténuées de cette autorité première perdurent dans le droit de l'État d'utiliser la force publique pour le bien général. Ce droit est confié au pouvoir exécutif. Utilisé avec abus, il devient un moyen d'oppression. La contrainte issue de l'ordre externe est donc une arme à double tranchant, bénéfique ou tyrannique. Chez l'homme, il en va autrement parce que l'instinct de défense collectif y est contrarié par une conscience individuelle, ce qui crée un conflit intérieur. Dois-je me faire tuer ou non ? L'hésitation, mortelle quand elle inhibe l'action, compromet la cohérence de la masse. Les premières armées, assyriennes, égyptiennes, grecques et romaines, sont donc des inventions de plus en plus élaborées issues du besoin de surpasser l'interrogation intime de l'individu pour le fondre dans une masse homogène redoutable. Les outils de cette intégration sont connus: contrainte, discipline, uniforme, exaltation du groupe, signe de grade pour reconnaître les chefs, d'où une hiérarchie obligatoirement inégalitaire mais respectée car fondée sur la force ou l'intelligence au combat. Le premier ordre de l'humanité est là. Il se caractérise par sa violence, sa rigidité et la priorité donnée au groupe sur l'individu qui y devient anonyme, simple élément d'une masse. Notons tout de suite que dans l'Antiquité, tous n'ont pas réussi également l'organisation de l'ordre extérieur. Si les Grecs et surtout les Romains ont su mettre sur pied des cohortes invincibles, parce qu'issus de groupes ethniques où l'identité collective et culturelle était déjà élevée, cela n'a pas été le cas de tous les empires. La Chine, par exemple, n'a pas trouvé tout de suite comment fusionner des ethnies très différentes par les outils évoqués ici. D'où le fait que son histoire est plus celle de conquêtes sanglantes de groupes familiaux sur d'autres que celle d'une civilisation unique, comme on le croit trop souvent. Ce que nos ancêtres ont expérimenté avec succès, la création volontaire de la violence par l'uniformité organisée des soldats, a trouvé depuis une explication quasi scientifique qui est celle de la mimésis ou imitation sociale. L'humain, outre son héritage biologique ADN, se fait socialement en imitant les autres et en particulier ses parents. Or l'imitation des uns sur les autres risque de créer des êtres identiques, indifférenciés, qui désirent tous la même chose, l'objet mimétique du désir. Il en résulte une violence entre rivaux mimétiques qui a besoin d'être régulée. René Girard, le théoricien le plus abouti de la violence mimétique, nous dirait ainsi sans doute que l'armée est une usine à mimésis destinée à créer la plus grande violence possible. Celle-ci obtenue, elle est déchaînée sur l'ennemi ou sur un bouc émissaire quand il n'y a plus d'ennemis extérieurs. C'est en tout cas bien ainsi que semblent avoir fonctionné les premiers empires conquérants. On s'approprie de nouveaux territoires par la violence pour accroître le nombre des soldats, et on trouve des moyens de les faire se ressembler par la mimésis forcée, c'est-à-dire par la force. Cette violence extrême de l'armée, recherchée et cultivée par les techniques militaires, peut néanmoins, on l'a vu, se révéler autodestructrice si elle se retourne en son sein. La gestion de cette violence est le deuxième défi de l'ordre externe. Il se résout par des codes disciplinaires d'une sévérité sans faille, et une surveillance de tous les instants des soldats par la hiérarchie.
Nous revenons plus bas sur cet aspect disciplinaire de l'armée, car on peut penser que l'ordre interne soit né précisément ici. Notons enfin que la désignation des personnes chargées de l'ordre externe varie considérablement dans l'histoire des groupes animaux et humains. Les soldats peuvent appartenir ou non au groupe défendu et être plus ou moins volontaires. Tous les cas de figure ou presque se sont d'ailleurs rencontrés dans l'histoire. Voyons à présent la naissance de l'ordre interne, qui mettra très longtemps à gagner son indépendance. Son existence même pose une question préalable. S'il est aisé de comprendre la logique de l'externe, survie du groupe contre l'externe, l'origine exacte de la logique de l'ordre interne en tant que modèle structurel est beaucoup plus incertaine et floue. D'où viennent les techniques de l'ordre interne et surtout à quoi servent-elles ? Commençons par ce dernier aspect. À l'origine, les groupes protégés de l'extérieur ont inévitablement profité de cette sécurité pour se reproduire et assurer la survie de leurs membres. Il ne faut pas aller plus loin. À l'inverse du militaire unitaire qui va tuer l'ennemi, l'ordre interne contemporain de l'externe a pour vocation de favoriser la vie, la diversité de ses membres, de les nourrir et de veiller à leur bien-être. Cette activité, au fond très variée, d'où la difficulté d'en comprendre tous les ressorts, va faire boule de neige aussi longtemps que durera l'efficacité de la protection externe. Or l'humain étant doué de la faculté de reproduire et transmettre un ordre, plus tard une culture grâce au langage, il va le faire en multipliant les expériences plus ou moins réussies sur le plan social. Ce qui ne va pas sans violence car en interne aussi la mimésis fait son œuvre. Je désire ce que tu as car c'est un objet de désir partagé entre nous sur lequel nous échangeons grâce au langage. Toutefois, cette violence est moindre au fur et à mesure que la culture multiplie les objets de désir, diminuant ainsi les rivaux mimétiques qui peuvent mieux se répartir des buts différents. La violence interne est donc toujours inférieure à la violence externe, même si elle est bien présente. Comment apporter la sécurité à ce développement ? L'hypothèse de loin la plus probable est que l'ordre interne ait pris sa source précisément au sein de celui pratiqué par les armées, dont le mode de fonctionnement aurait servi de matrice à l'organisation des sociétés mises à l'abri. Autrement dit, l'ordre interne serait fondamentalement une dilution des techniques de l'ordre externe. C'est là un point délicat mais essentiel pour la suite. Tentons de le résumer simplement. Les armées ont évidemment un côté externe, celui qu'elles présentent à l'ennemi. Il s'en déduit est un ordre producteur de violence, comme on l'a vu. Mais cette même armée développe, en son sein cette fois, un mode de fonctionnement différent, utilisant d'autres ressorts permettant de diminuer sa propre violence interne. On ne traite pas ces soldats comme les ennemis que l'on tue ou asservit systématiquement. Logique interne de l'armée donc, même si celle-ci est normalement consacrée à combattre l'externe. La société où cette armée exerce son rôle de protection y trouvera précisément sa forme embryonnaire d'ordre interne. Soit en regardant fonctionner et réussir cette armée, soit parce que ce sont les mêmes membres du groupe qui ont un rôle tantôt externe, tantôt interne, facilitant ainsi la diffusion de cet ordre. Cette hypothèse soulève néanmoins une difficulté pratique. Comment en effet bien repérer, dans le mode de fonctionnement de l'armée, ce qui produit la plus grande violence utile contre l'ennemi de ce qui la tempère, pour n'importer dans la société civile concernée qu'une violence maîtrisée ? Seule la précision de ce déport de technique pourra donner naissance à l'ordre interne débarrassé de la violence des combats. Autrement dit et pour simplifier encore, la violence produite par l'armée a deux faces, celle recherchée et cultivée qu'elle réserve à l'externe maximale nécessaire pour vaincre qui contient la contrainte, et celle qui peut surgir en son sein résiduelle et nuisible qu'il faut maîtriser à tout prix. On voit très bien une description de cette problématique dans l'Iliade d'Homère. La violence des Grecs s'exerce autant contre les Troyens qu'entre eux-mêmes quand ils attendent sur la plage, laissant les dissensions les diviser et les affaiblir. Un obstacle à cette opération de décantage et d'isolation des techniques de contrôle de la violence doit être évoqué rapidement ici, pour montrer que les origines de l'ordre interne sont bien ici. On a signalé que les armées de l'Antiquité n'appartenaient pas toujours au même groupe ethnique que celui qu'elles défendaient. Le régime des mercenaires ou des prisonniers de guerre reconvertis de force a existé depuis la nuit des temps. Dès lors, pourquoi le groupe interne se serait-il inspiré de l'ordre spécifique de l'armée composé souvent d'étrangers ? Pourquoi ne pas développer un ordre authentiquement intrinsèque au groupe ? La réponse est évidente.
Le modèle de base de gestion de la violence de l'armée s'est imposé peu à peu à tous les groupes développés, au besoin par le politique et quels que soient les cas de figure, simplement à cause de son efficacité. Historiquement, il semble de plus que la prouesse de maîtriser la violence des armées ait été rendue possible par l'habile conjonction de deux techniques sociales. L'entraide d'un côté, naturelle à tout le vivant, la contrainte de l'autre, déjà évoquée, spécifique à l'humain. Nous introduisons ici deux nouveaux outils, cruciaux pour la production de sécurité. Détaillons-les un peu avant de les retrouver plus loin. Les stratégies d'entraide du vivant sont bien connues des scientifiques. On les retrouve à l'état embryonnaire chez beaucoup d'animaux, et chez les primates et les humains à un haut niveau social, théorisées mathématiquement. En bref, la compétition entre individus ne serait pas toujours la règle. Une sorte de calcul intelligent ferait qu'ils soient capables de surpasser leur intérêt individuel immédiat, y compris dans des situations de relations externes extrêmes, en espérant en tirer un profit ultérieur, supérieur au premier. On perçoit tout de suite qu'il y a là une forme de contrat avec l'avenir, déterminant des rapports, des respects de paroles engagées, des institutions chargées de les faire respecter, ce qui sera le domaine réservé de l'interne. Le génie de l'armée est précisément d'avoir sauvegardé en son sein cette disposition naturelle de l'entraide, qu'elle va compléter, pour disposer de tous les outils nécessaires à sa gestion, d'un autre outil social, capable de rendre l'entraide quasiment obligatoire, la contrainte. Ce résultat est obtenu en utilisant la violence de l'ordre externe brut, normalement exercée contre l'ennemi, contre un individu de son propre camp que l'on choisit d'assimiler à un ennemi à cause de son attitude négative. La contrainte est donc bien un phénomène spécifiquement humain car elle suppose une décision concertée. Si l'entraide est élémentaire et peut s'exercer entre deux individus seulement, la contrainte a une forte dimension sociale puisqu'elle implique une reconnaissance élaborée des ordres, des rôles, des techniques et de leur emploi. Elle nécessite aussi la cohésion du groupe pour l'exercer. Comment fonctionne-t-elle ? Elle surgit de la conscience individuelle que chacun a que la survie du groupe face à l'ennemi, et donc la sienne propre en conséquence, dépend avant tout de l'effet masse. Si l'un des membres de l'armée faillit et que l'entraide et les incitations s'avèrent insuffisantes pour compenser ses hésitations, il pourra se révéler un danger mortel pour le groupe, ce qui mécaniquement l'assimile bien en effet à un ennemi. On pourra alors le traiter comme tel, en décidant au pire de sa mort, au mieux de sa simple relégation ou de toute autre peine, ce qui va l'amener à surmonter son passage à vide pour participer activement au succès final en se fondant dans la masse. Les membres du groupe unanimes se ligueront objectivement et spontanément contre lui, d'abord pour tenter de faire jouer l'entraide en souplesse, puis pour appliquer la contrainte si cela ne suffit pas. Un peu de carotte, beaucoup de bâtons, telle est la logique au sein de l'armée. Logique en proportion exactement inverse dans l'interne. Ainsi, comme les deux côtés d'une même pièce de monnaie, c'est l'ordre interne propre à l'armée, pourtant chargé de garantir par la violence l'ordre externe qui serait bien le prototype de la gestion pacifique de l'ordre interne social. Entraide et organisation sociale. Les stratégies d'entraide se rencontrent dans toutes les espèces. Les grands primates les ont poussées très loin. L'homme s'en est fait une spécialité grâce à son intelligence. Il les utilise pour être plus efficace dans ses batailles et les développe à l'infini dans l'ordre interne, depuis le troc ancien jusqu'aux formes les plus élaborées de contrats financiers. La tromperie dans les contrats est donc profondément contraire à une disposition essentielle du vivant pour la survie de l'espèce. La seule différence entre les deux étant l'inversion des priorités entre contrainte et entraide. L'interne, dans son acte de naissance, combine ainsi la contrainte ultime, prise à l'ordre externe pur, avec les incitations et les stratégies d'entraide qui autorisent une souplesse et le respect des incertitudes individuelles. L'ordre interne gardera jusqu'à aujourd'hui l'ADN de ces deux phénomènes de base que nous suivrons dans l'histoire. Nous allons voir à présent comment l'interne s'est développé sur ces bases, et comment la sécurité y est apparue. 2. L'embryon de l'ordre interne. La naissance de la sécurité et du contrôle. Nous venons de décrire l'origine des deux ordres types des sociétés humaines en matière de proto-sécurité. Des deux, l'un ne va plus varier beaucoup dans ses composantes de base avant longtemps, l'ordre externe, caractérisé par la simplicité de sa mission,
sa rigidité et son uniformité entraînant un effet de masse invincible. Malgré sa rusticité, cet ordre va continuer à régir longtemps avec une sorte d'omniprésence, les relations sociales, le temps que l'ordre interne assure sa séparation d'avec lui et qu'on assiste en son sein à la timide apparition du concept de sécurité, du moins dans sa forme première. Ce lent mouvement d'identification et de séparation des techniques durera jusqu'au XVIIIe siècle. À ce moment, la sécurité franchira un saut qualitatif grâce aux révolutions américaines et françaises que les Anglais avaient quelque peu anticipées et évitées par leur pratique du parlementarisme. Être en partie libéré de la peur de l'externe, tenu à l'écart par un ordre spécialisé efficace, permet de se consacrer aux activités quotidiennes avec plus de sérénité et de réussite. Ceci est d'autant plus marqué au moment du passage du stade de chasseur-cueilleur à celui de l'agriculture qui s'est produit il y a environ 7000 ans. Cette transition vers la sédentarisation s'accompagne d'un mouvement démographique notable, l'augmentation des populations sur des territoires fixes. Ce phénomène crée inévitablement de multiples tensions internes. À propos des terres, de leurs moyens de transmission, des droits aux produits des récoltes, de qui décide la part réservée aux services comme l'armée. Les motifs de querelle n'ont pas dû manquer. Toute une série de problèmes suscités par la densification de la population, qui imposèrent l'apprentissage d'une gestion interne avec des hiérarchisations, des rôles, des spécialisations. Or la violence de l'interne, suscitée par l'enrichissement et la densité de peuplement, ressemble en tout point au défi de l'armée qui concentre elle aussi un nombre important de soldats en peu d'espace. Les Grecs sur la plage. La similitude des défis a renforcé le fait que l'on ait continué d'emprunter à l'armée ces modes de gestion militarisés, pour gérer l'interne dans une sorte de fusion. Plusieurs faits ont contribué à augmenter la violence interne et le besoin de sécurité. La naissance des villes en est un important. Elles produisent en effet une distanciation sociale entre des gens qui ne se connaissent pas, et entre lesquels les moyens de gestion de la violence, accrus du fait de cette distanciation entre les individus, ne fonctionnent plus comme dans les villages. La rupture du lien de proximité, utile pour gérer les conflits dans les sociétés plus réduites antérieures, impose la création de systèmes sociaux anonymes pour le remplacer. La sédentarisation et la démographie jouent également un rôle de séparation des ordres. L'armée a dû se spécialiser durablement en devenant permanente. Cela est dû au fait qu'une société sédentaire est stable dans l'espace, ce qui la rend beaucoup plus repérable et vulnérable pour ses voisins que des chasseurs qui se déplacent sur de vastes territoires sans rencontrer beaucoup d'autres groupes. De plus, une population urbaine crée plus de richesses, ce qui la rend plus tentante pour les prédateurs externes ou internes. La quasi-professionnalisation de l'armée, certes très variable dans le temps et l'espace, a indiscutablement contribué à creuser la divergence entre le soldat et le citoyen et à les faire se séparer pour que chacun puisse améliorer son efficience. Cette séparation-spécialisation n'est pas devenue la règle générale par hasard. C'est simplement que c'est la plus efficace. Un esprit chagrin pourrait opposer l'exemple de la Suisse, où l'armée se compose de l'ensemble des citoyens. C'est l'exception postérieure qui confirme la règle. La divergence des deux champs, le civil et le militaire, ne doit d'ailleurs pas faire croire qu'ils vont s'ignorer l'un l'autre. Tout au contraire. C'est leur logique qui diffère, non leur collaboration qui restera essentielle dans toutes les formes de société jusqu'à nos jours. En fait, la plus grande divergence se trouve sans surprise dans leur mode de fonctionnement. L'armée va continuer à garder des structures sociales relativement simples, pour favoriser le mimétisme interne de ses soldats, créateurs de violence. L'interne va à l'inverse, favoriser au maximum la différenciation de ses membres pour diminuer la violence et provoquer une diversification des rôles, créatrice de richesse. Uniformité, violence brute d'un côté. Pluralité, richesse et violence contenue de l'autre. Ce qui n'empêche pas l'armée de rester longtemps la référence ultime de l'ordre, ne fût-ce que parce qu'elle reste la spécialiste incontestée de la contrainte qui sera longtemps l'outil politique préféré des régimes non démocratiques. Ayant acquis la capacité de gérer sommairement sa violence grâce au maniement de l'entraide et de la contrainte associée, contrainte empruntée à l'ordre externe, l'interne va peu à peu dupliquer cet outil à tous ses secteurs d'activité. Non seulement l'agriculture, mais aussi à l'artisanat, au commerce. Ce faisant,
ils découvrent une mécanique qui deviendra vite une stratégie gagnante. Si l'armée peut garantir contre le plus grand risque, celui de l'extérieur, alors la couverture d'autres risques, spécifiques à l'interne cette fois, doit être possible, au besoin en diluant ou en adaptant avec souplesse les techniques de l'externe. La naissance de la sécurité moderne avec ses priorités, ses échecs, semi-échecs et ses réussites est là, dans l'idée qu'on peut se prémunir contre des risques variés en les garantissant plus ou moins. Seule l'armée est en effet tenue par une obligation de résultat à 100%, car les autres sécurités en dépendent. L'interne, lui, n'a pas cette obligation impérieuse de résultat. Des choix peuvent et doivent s'opérer entre les risques que l'on décide de couvrir par des sécurités graduées. Leur détermination est concomitante de la naissance du politique dont le but premier est de garantir le 100% de l'externe et de trier le reste, souvent à son profit. La sécurité interne acquiert dans ce processus de choix des buts qu'elle se donne une graduation qualificative, complémentaire de la notion d'ordre. Une sécurité interne, quel que soit l'objet, risque, phénomène, ou la personne, situation ontologique, place dans la société, auquel elle s'applique, se caractérisera ainsi par le pourcentage de garantie qu'elle procure face à un risque. Garantie qui varie selon de multiples facteurs dont le premier est bien évidemment la connaissance de techniques, de savoirs, permettant de couvrir le risque envisagé. Cette observation sur les choix à opérer en matière de sécurité induit une autre catégorisation. À l'origine, en effet, il y avait d'un côté les risques individuels contre lesquels l'individu pouvait se prémunir seul et pour lesquels l'éducation le responsabilisait. Faire attention à son environnement physique, à sa conduite, aux risques pris dans la chasse, risques physiques. Le risque était aussi immatériel. Comment se prémunir du malheur, de sa mauvaise humeur, de ses déceptions, de ses excès? La naissance du contrôle. Les petites collectivités de chasseurs avaient une forte proximité dans leur vie sociale. Tout le monde se connaît et se surveille, d'où la responsabilité de chacun qui se sait contrôler. Dans les villes, ce phénomène est altéré. Les gens ne se connaissent pas. La distanciation sociale des villes pousse à améliorer les techniques de communication et de pouvoir, mais contribue à la violence à cause de l'irresponsabilité qu'elle génère par l'anonymat, entraînant ainsi la création de corps de contrôle. La police est un phénomène urbain de l'ordre interne. Autant de domaines que l'Antiquité classique, les Grecs et les Romains, va explorer à travers toutes ces écoles de philosophie dont la plus aboutie sera le stoïcisme. On pourrait dire la même chose du religieux, mais cela nous entraînerait trop loin de notre sujet pour l'instant, nous y reviendrons. Tous ces risques personnels, nous les appellerons ontologiques. À côté d'eux, il y avait les risques relatifs aux activités du groupe. Les risques sociaux. Ceux qui remettent en cause l'efficacité du groupe, c'est-à-dire tous les risques qui viennent annihiler l'effet positif de l'entraide. Pour s'en prémunir, il va falloir lever une armée de l'intérieur en quelque sorte. Ce sera à la charge du politique qui favorisera la naissance d'institutions et administrations, d'abord d'essence répressive avant que bien plus tard elles ne deviennent préventives. Avant le XVIIIe siècle, il y avait ainsi par conséquent deux sortes de sécurité interne. La sécurité personnelle sans contrainte par définition puisque la contrainte est d'origine sociale, laissée à la charge des individus, la sécurité sociétale soutenue par la contrainte à la charge du politique. Cette distinction va se révéler un des outils les plus puissants pour comprendre la nature intime de la postmodernité sécuritaire, dans la deuxième partie. La mise en place des institutions est donc bien, comme on le voit, intimement liée à l'histoire de la création de la sécurité globale du groupe. Les administrations se sont d'abord bâties pour contrôler la société sous prétexte de lui permettre de se mettre à l'abri du risque, externe au départ, interne ensuite. De tout temps, le politique a vendu de la sécurité en échange du pouvoir. La diversification interne a bénéficié de ces techniques sécuritaires, garantissant des risques multiples, tout simplement parce que cela permettait d'optimiser à la fois la création de richesses et leur captation par le pouvoir. Captation rendue possible par la mise au point d'une armée de fonctionnaires. Pour accomplir leurs charges, ces fonctionnaires vont encore sans surprise puiser dans l'arsenal technique de l'ordre de l'armée. Ils y découvriront en particulier comment faire des contrôles, si utiles pour le pouvoir qui les emploie. Qu'est-ce en effet étymologiquement parlant qu'un contrôle ? C'est un contre-rôle.
C'est comparer l'existant avec les rôles définis et attribués auparavant à chacun, ou à chaque chose. Or l'armée est le modèle absolu de cette pratique. Une armée, ce sont des hommes qui doivent répondre présents quand on les appelle, dont les rôles sont prédéfinis pour garantir l'efficacité au combat et qui disposent d'armes devant être disponibles à tout moment. Afin de s'en assurer, on procède à des contre-rôles. Appel le matin et le soir, inventaire, exercice, contrainte, punition disciplinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.